Bonjour et bienvenue dans cette session consacrée aux droits humains fondamentaux. Les droits humains ne sont pas un luxe, mais le socle nécessaire à toute société juste. Et il faut reconnaître qu'ils sont universels, inaliénables et individuels. Dans cette session, nous allons explorer ensemble les fondements de ces droits, les mécanismes qui les protègent et les défis contemporains, notamment pour les groupes vulnérables. Le plan donc que nous allons adopter au cours de cette session partira de la Déclaration universelle aux actions concrètes de plaidoyer. Parlant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut reconnaître qu'elle a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Et cette déclaration est la réponse aux différentes horreurs qu'il y a eu lors de la Seconde Guerre mondiale. Bien que non contraignante à l'origine, elle est reconnue comme la source du droit international des droits humains et ses principes sont considérés comme du droit coutumier. Ces différents articles couvrent les droits civils et politiques, les droits économiques, les droits sociaux et culturels. Dans ce répertoire de droits figurent d'ailleurs les droits des femmes. Les droits des femmes sont des droits humains universels qui visent à garantir l'égalité des sexes et à éliminer toute forme de discrimination fondée sur le sexe. Le principal instrument juridique international qui les codifie est la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, et cela est souvent appelé la Charte internationale des droits des femmes. Les violences basées sur le genre sont la violence des droits humains les plus répandues dans le monde. Leur éradication nécessite un travail sur les normes sociales et l'accès à la justice. Parlant de groupes vulnérables, leur protection est un principe fondamental des droits humains et du droit international. Cette protection se réfère aux efforts déployés pour garantir que les personnes ou les communautés qui, en raison de facteurs sociaux, économiques, physiques ou environnementaux, sont plus exposées aux atteintes à leurs droits et moins en mesure de se défendre, bénéficient de mesures de protection et d'un traitement spécial pour atteindre l'égalité. Il faut reconnaître que cette protection est souvent assurée par des instruments juridiques et des mécanismes de surveillance spécifiques. Lorsque nous parlons de groupes vulnérables, en réalité, de qui est-ce que nous sommes en train de parler? Pour l'Organisation des Nations Unies et le droit international, plusieurs catégories de personnes sont identifiées et nécessitent une protection spéciale. Il s'agit notamment des enfants, des femmes, des personnes handicapées, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées, des minorités et puis des peuples autochtones, des personnes âgées, des victimes de traite des êtres humains et parfois d'exploitation, puis les personnes LGBTIQ+. De toute cette liste, notre session en termes de protection de groupes vulnérables va plutôt accorder une attention particulière aux droits des enfants et des personnes handicapées. Il faut reconnaître, parlant du droit des enfants, que la Convention relative aux droits des enfants est le traité relatif aux droits humains les plus largement ratifiés de l'histoire avec 196 États parties. Actuellement, seul un État membre des Nations Unies n'a pas ratifié la Convention. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Initialement, ils étaient deux qui n'avaient pas ratifié cette convention. Mais il faut reconnaître que les États-Unis et la Somalie étaient ces seuls qui n'avaient pas ratifié cette convention-là. Mais la Somalie a achevé son processus de ratification et est devenue officiellement partie à la convention en octobre 2015. Quant aux États-Unis d'Amérique, ils ont signé la convention en 1995, mais ne l'ont pas ratifié. Il faut aussi comprendre que aux États-Unis, pour qu'un traité soit ratifié, le traité doit être d'abord approuvé par le Sénat avec surtout la majorité des 2/3, ce qui n'a pas été le cas pour cette convention-là. Et aujourd'hui,
les États-Unis restent toujours l'État qui n'est pas encore État partie de cette convention. En matière de droits fondamentaux, il faut retenir le droit à la survie, au développement et à la protection, puis à la participation. Ce sont là les 4 principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces principes sont considérés comme des catégories de droits interdépendants et indivisibles qui doivent guider toutes les actions et décisions concernant les enfants. Le droit à la survie englobe le droit de l'enfant à la vie, les mesures que les États doivent prendre pour assurer sa survie et son bon développement. Et puis, il faut reconnaître que ce droit comprend notamment le droit à la vie de l'enfant, l'accès aux soins de santé et aux services médicaux de qualité, le droit à une alimentation et à un environnement sain. Parlant de droit au développement, il faut reconnaître que ce droit vise à assurer à l'enfant d'atteindre son plein potentiel. Le droit au développement dont nous sommes en train de parler couvre notamment le droit à l'éducation, le droit aux loisirs, aux jeux et aux activités culturelles, le droit à un nom, le droit à une nationalité et à une identité. Il faut également reconnaître la prise en compte des besoins spécifiques des enfants qui sont handicapés. Lorsque nous parlons du droit à la protection, il faut reconnaître que c'est ce droit-là qui garantit à l'enfant la sécurité contre toute forme de préjudice, d'abus, de négligence et d'exploitation. Ce droit comprend la protection contre les violences, la maltraitance et la négligence. Il comprend également les protections contre l'exploitation économique et sexuelle de l'enfant, les abus de drogue et les conflits armés et l'absence de soins parentaux. Pour le droit à la participation, c'est le droit à l'enfant de faire entendre son opinion et de prendre part aux décisions qui le concernent en fonction de son âge et de sa maturité. Ce droit inclut d'ailleurs le droit d'exprimer librement son opinion dans toute procédure le concernant, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces 4 catégories sont d'ailleurs le cadre conceptuel qui permet de comprendre et d'appliquer l'ensemble des 54 articles de la Convention relative aux droits de l'enfant. Parlant des enfants, les filles étant d'ailleurs doublement vulnérables, les plaidoyers se concentrent sur l'élimination des mariages d'enfants, des mutilations génitales féminines et l'égalité d'accès à l'éducation. Pour ce qui est des personnes handicapées parmi ces enfants, leurs droits au développement sont principalement établis et promus par la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. C'est un traité international qui marque un changement de paradigme passant d'une approche médicale ou caritative du handicap à une approche fondée sur les droits de l'homme. Parlant de mécanismes de protection et des défis, il est important de comprendre le rôle des mécanismes régionaux et internationaux, le harcèlement des défenseurs des droits humains. Au niveau international, nous avons l'Organisation des Nations Unies et les comités de traité qui surveillent l'application des conventions. Au niveau régional, il y a des systèmes comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour européenne des droits de l'homme ou encore la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ces différentes cours offrent des voies de recours essentielles au peuple. L'accès à la justice est un moyen par lequel les droits sont réalisés. C'est donc pourquoi la lutte contre l'impunité doit être une obligation des États de mener des enquêtes, de poursuivre les auteurs et d'offrir des réparations aux victimes. Quand l'impunité règne dans un État, la confiance dans l'État de droit disparaît et nous devons ne pas le perdre de vue. Nous devons comprendre surtout que les défenseurs des droits humains, que sont les journalistes, les avocats, les militants et autres, sont les sentinelles de nos droits.
Malheureusement, ils sont les personnes qui sont de plus en plus victimes de menaces, de harcèlement judiciaire ou parfois même des violences physiques. Pourtant, il est du devoir des États de garantir un environnement sûr pour que ces personnes puissent exercer leur travail de façon essentielle. Face à ces violences sans cesse croissantes des droits, des plaidoyers thématiques efficaces sont l'un des plus grands recours que nous devons ne pas négliger. Parlant de plaidoyer thématique, il faut reconnaître que c'est juste une stratégie d'influence, d'argumentation clairement ciblée sur les sujets bien définis dans le but d'obtenir des changements concrets que nous souhaitons. Dans cette session, nous allons aborder deux types de plaidoyer. Il s'agit du plaidoyer pour le droit à l'éducation et le plaidoyer pour le droit à la santé. Parlant de plaidoyer pour l'éducation, il faut reconnaître tout d'abord que l'éducation est un droit levier et sans lui, d'autres droits tels que le droit au travail et à la participation sont inaccessibles. Assurer la gratuité de l'éducation, l'obligation et la qualité pour tous en brisant les barrières de genre et de handicap est donc une action importante que nous devons mener. En termes de plaidoyer pour le droit à la santé, il faut reconnaître que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantit le droit d'accéder au meilleur état de santé physique et mentale. C'est un droit d'exiger alors la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des services de santé, en particulier pour les personnes marginalisées. C'est pourquoi je voudrais alors à présent nous inviter ensemble, nous allons voir comment rédiger une note de plaidoyer efficace et pertinente. Nous devons donc comprendre à partir de ce moment que pour faire des plaidoyers en matière de droits humains, il est important de rédiger une note de plaidoyer en prenant en compte certaines spécificités. La note de plaidoyer doit être claire, ciblée et actionnable. Le problème que nous voulons voir se régler doit être posé en recommandation principale. En termes de statistiques, nous devons nous poser la question: quelles sont les données disponibles que nous avons? Pour l'appel à l'action ou la recommandation, il est important de notifier ce que nous demandons et surtout préciser avec une bonne justification, comme en exemple, se poser la question: pourquoi cette action est cruciale? Alors, pour conclure donc cette session, il faut retenir simplement que la protection des droits humains est un effort continu. C'est par la connaissance, la vigilance et le plaidoyer que nous transformons l'idéal de la Déclaration universelle des droits de l'homme en réalité pour chaque individu. Je vous invite dès à présent à réfléchir à quelle action de plaidoyer concret vous allez entreprendre après avoir suivi cette session. Merci et à bientôt.